C'est parti. Alors bonjour à tous. Pour cette série d'entretiens organisée par le secteur international du PCF, on a le plaisir de recevoir Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT et administrateur de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on va parler de l'impact de cette pandémie de Covid-19 sur les travailleurs du monde et du rôle de l'OIT dans la mondialisation et dans la lutte sociale. Alors, déjà de manière générale, sur la pandémie de Covid, qui met l'économie mondiale en grande difficulté, en particulier l'emploi, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir une évaluation sur les conséquences de cette crise pour les travailleurs dans le monde et quelles analyses peuvent en être tirées? Alors, c'est une des caractéristiques de l'Organisation internationale du travail, c'est d'être l'organisme mondial le mieux équipé, je dirais, pour observer avec précision ce qui se passe dans le domaine du travail, dans l'ensemble des pays et sur l'ensemble des continents. Donc, à plusieurs reprises, ces dernières semaines, l'OIT a fait part de ses analyses, de son suivi de la situation et multiplié les discours d'alarme en direction des États, des gouvernements et des différentes institutions. L'OIT, dans sa dernière déclaration, parle d'une crise sans commune mesure depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais je crains qu'on puisse même faire un parallèle avec la crise de 1929, c'est-à-dire un phénomène beaucoup plus dramatique encore. Euh, Quelques chiffres pour essayer d'illustrer ce que mesure aujourd'hui l'Organisation internationale du travail en termes d'impact, principalement pour les travailleurs. Je ne parle pas d'un aspect de l'économie plus globalement, mais l'OIT, sa spécificité, c'est bien évidemment de se soucier de la situation faite aux travailleurs. Un premier chiffre, 94% des travailleurs vivent dans des pays qui euh, soit ont été touchés ou sont encore touchés par des mesures de restriction d'activité, de fermeture de lieux de travail. 94%, c'est naturellement considérable. À fin mai, l'estimation en termes de perte d'emploi était déjà évaluée de l'ordre de 305 millions à l'échelle mondiale. C'est naturellement là aussi quelque chose de considérable. 305 millions d'équivalents temps plein. Alors, quand on dit équivalent temps plein, naturellement, ça peut être plus d'emplois si on intègre des temps partiels. C'est donc déjà un chiffre spectaculaire, mais en nombre de personnes concernées, ça peut aller bien au-delà des 305 millions qui sont identifiés. En termes de chômage, les évolutions prévisibles annoncées sont aussi alarmantes. Et si on prend par continent, par exemple, qu'il s'agisse de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, trois continents particulièrement touchés, on parle d'une hausse de l'ordre de 13% du chômage tel qu'il peut se dessiner à partir des indicateurs actuels. Autre chiffre important, l'OIT considère qu'un peu plus d'1 milliard de personnes, 1,2 milliard exactement, risquent désormais le licenciement ou une réduction importante de leur salaire. C'est là aussi une donnée qui est fondamentale pour apprécier la situation que nous traversons et bien sûr les mesures susceptibles d'être prises pour y faire face, puisque, en tout cas pour l'OIT, il est hors de question de laisser mécaniquement les choses se développer sans réagir. C'est la raison pour laquelle l'OIT, après avoir demandé aux États de prendre des mesures de sécurité lorsque la pandémie était à son plus fort niveau, il y a encore des pays qui n'en sont pas sortis totalement, voire même qui craignent un retour. Donc, l'OIT a beaucoup insisté sur les mesures de sécurité à prendre lorsqu'on laissait les travailleurs au travail, des mesures concernant l'aide à l'emploi ou au maintien des entreprises et d'accompagnement social. On reviendra sans doute sur les faibles éléments de protection sociale qui existent dans beaucoup de pays. Donc là, il y avait des mesures d'urgence. L'OIT a recensé une centaine de pays qui ont pris des mesures, je dirais, largement improvisées. Par exemple, pour verser des allocations chômage,
dans des pays où les travailleurs, dans leur grande majorité, n'avaient pas le droit d'accès au système d'indemnisation du chômage. Ben là, face à l'urgence, des pays ont improvisé le versement de certaines allocations ou le versement de certaines prestations. On a même vu des initiatives destinées à distribuer des produits alimentaires pour les plus démunis. Mais tout cela sont des mesures improvisées, donc très largement incomplètes, impréparées, et qui ne peuvent pas se substituer durablement à un véritable système de protection sociale qui soit durable. Mais je crois qu'on reviendra sur ce sujet. Et l'OIT insiste dans cette période sur l'aide aux plus démunis, puisque naturellement, en période de crise, ce sont les plus défavorisés, les plus précaires, qui sont les premières victimes de ce genre de situation. On voit que des rapports de force violents s'installent dans les États qui cherchent à faire revenir des investisseurs au mépris du droit des travailleurs, que des millions d'emplois disparaissent, donc que certains gouvernements, on va dire, profitent du moment pour mettre à mal la structure sociale de leurs États, et que la faiblesse ou l'absence de protection sociale dans de très nombreux pays risque d'arracher les moyens de subsistance après de 1,6 milliard d'êtres humains. Je crois que c'est les chiffres qui apparaissent. Donc, dans ce moment de crise charnière, où le monde n'est plus socialement, écologiquement et économiquement durable, comment vois-tu l'avenir proche de la lutte sociale à l'échelle internationale, et comment l'OIT peut-elle en être un support? Il y a aujourd'hui des mouvements importants. Il y a eu des mobilisations en différents secteurs, s'agissant des conditions sanitaires parfois dans lesquelles on a fait travailler des salariés, des travailleurs dans différents domaines. On a eu des exemples aussi dans des pays aussi développés que la France, hein. Il y a eu des tensions dans certaines entreprises pour essayer de faire respecter le droit à la sécurité, ou en tout cas, lorsque des activités étaient indispensables, dont chacun peut convenir, que ces travailleurs ne soient pas envoyés au front sans les moyens de protection minimum, ou en tout cas ceux les plus accessibles aujourd'hui, face à une pandémie dont chacun perçoit qu'elle est difficile à combattre, y compris par les scientifiques eux-mêmes. Et aujourd'hui se pose la question du devenir des droits sociaux. Je citerai qu'un exemple. On a un État en Inde, un État indien, qui, par exemple, a pris la décision de suspendre l'application du Code du travail. C'est-à-dire qu'au titre de la situation exceptionnelle et de la nécessité de relancer l'économie au plus vite, on considère que le droit du travail est un obstacle à la reprise des affaires. Et sans en être là, on voit bien, y compris dans des pays européens, dont la France notamment, des débats et des polémiques à venir qui, de mon point de vue, vont s'amplifier quant à la nécessité, par exemple, de rogner tantôt sur les salaires, tantôt sur le nombre de congés, tantôt, pourquoi pas, sur les systèmes de protection sociale, qui sont toujours considérés comme un coût dans le système d'exploitation actuel. Alors, et c'est à mon avis un aspect fondamental que la crise pourrait faire apparaître, le droit à la protection sociale universelle est plus que jamais indispensable, puisqu'il est évident que face à une pandémie de ce type, chacun comprend bien qu'en l'absence d'un système de protection sociale efficace ou d'un système de santé efficace dans un pays, fût-il très éloigné de notre continent, ça peut avoir des répercussions, la preuve en est, très rapidement sur l'ensemble des continents et pour l'ensemble des peuples. Et tout comme on disait auparavant, et qu'on peut encore considérer que la misère auquel se situe représente une menace pour la prospérité de tous, c'est une phrase célèbre issue de la déclaration dite de Philadelphie en 1944, ça fait suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les responsables politiques ont pris conscience que la misère avait contribué à l'émergence des idées racistes, xénophobes, qui ont contribué au développement du nazisme responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, en faisant un parallèle que certains pourront considérer comme osé, on peut considérer aujourd'hui que l'absence de système de protection sociale pour les travailleurs dans un pays, l'absence de système sanitaire efficace dans un pays, peut porter un préjudice fatal pour des populations bien au-delà du pays directement concerné. Alors, c'est 60% de la main-d'œuvre mondiale est représentée par des travailleurs informels, donc, qui ne bénéficient pas de sécurité sociale et donc qui n'ont pas de droits, et qui se trouvent pour la plupart dans des situations de très grande
pauvreté, et cette pandémie risquerait d'accroître la part d'informels dans le monde du travail, on peut imaginer. Donc comment établir un socle de protection sociale universelle et comment le conjuguer avec la persistance des souverainetés nationales? Alors effectivement, il y a 60% aujourd'hui d'emplois dans l'économie informelle. C'est c'est un constat terrible, puisque ça veut dire que pour la majorité des emplois dans le monde aujourd'hui, c'est l'absence de normes qui prévaut. Des pays comme la France ou le continent européen, avec d'autres pays, représentent maintenant une minorité. Le principe même d'avoir des droits au travail représente une minorité dans la main-d'œuvre, pour la main-d'œuvre mondiale. C'est un constat accablant et la question se pose de savoir si demain, justement, la norme ne va pas devenir l'absence de normes au travail. Nous faisons partie des exceptions mondiales. Ça peut apparaître surprenant et c'est pourtant la réalité. Donc dès lors que vous êtes dans l'économie dite informelle, c'est-à-dire que votre travail n'est pas déclaré, naturellement, beaucoup de choses en découlent, dont l'absence assez souvent de protection sociale. Je dis assez souvent parce que vous pouvez très bien être dans l'économie informelle, ne pas avoir de contrat de travail, ne pas avoir de cotisation sociale, ne pas avoir d'impôts prélevés d'ailleurs pour financer les biens publics. Une des conséquences de l'emploi informel dans certains pays, c'est l'absence de structures publiques et de structures d'État au sens où on peut se la représenter. Imaginez un pays comme l'Inde, j'y reviens parce qu'il fait partie des pays records de ce point de vue-là. Plus de 90% de la main-d'œuvre en Inde est dans l'économie informelle. Mais on a des continents entiers comme l'Afrique. Plus de 83% de la main-d'œuvre en Afrique est dans l'économie informelle. On comprend donc pourquoi aussi les États africains, au-delà d'autres caractéristiques, pêchent par l'absence de ressources publiques pour financer le réseau scolaire, le réseau de transport, le réseau sanitaire. Dans la mesure où les emplois ne sont pas déclarés, ils ne donnent pas lieu à prélèvement sur la richesse créée et ils ne donnent pas lieu à cotisation sociale. Alors, vous pouvez être dans l'économie informelle, emploi non déclaré, et vous doter d'un morceau de protection sociale, c'est-à-dire que vous pouvez, dans un cadre strictement individuel, vous doter par exemple d'une assurance personnelle. Si vous êtes dans l'économie informelle et que vous gagnez suffisamment d'argent, c'est possible. Certains dans l'économie informelle peuvent très bien gagner leur vie d'ailleurs. Vous pouvez vous équiper d'une assurance, par exemple pour financer votre future retraite, ou par exemple pour vous doter d'une assurance maladie. Mais vous n'êtes pas du tout dans un cadre collectif par définition, puisque là, ça renvoie à la capacité individuelle de chacun à cotiser individuellement pour assurer sa propre garantie. Alors là aussi, quelques chiffres pour montrer l'ampleur du problème en matière de protection sociale. Aujourd'hui, l'OIT considère que 74%, c'est-à-dire 3/4 de la population du monde, ne dispose pas d'un véritable système de protection sociale, avec les différentes composantes, maladie, accident du travail, retraite, etc. 55%, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, ne disposent d'aucune forme de protection. Ni maladie, ni retraite, ni accident du travail, ni allocation chômage. À ce propos, seulement 12% des chômeurs dans le monde ont droit à des indemnités. Ni allocation maternité, par exemple. La moyenne mondiale est de 28% de femmes qui bénéficient dans leur pays d'allocation maternité, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, les femmes qui sont au travail n'ont d'autre choix lorsqu'elles attendent une naissance que de rester au travail le plus tard possible avant cette naissance et de reprendre le travail le plus tôt possible puisque leur absence ne donne pas lieu à une indemnisation liée à leur maternité. Alors, tous ces chiffres que je vous donne sont des moyennes mondiales. Naturellement, on va trouver des variantes, et parfois des variantes très importantes, d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre, mais quand même, ça donne l'ampleur du phénomène d'absence de protection sociale. Et il y a à peu près 40% de la population qui n'a rien en matière d'assurance maladie aujourd'hui. Ni système collectif, ni système, ni mécanisme individuel acquis par ce que j'évoquais à l'instant. Et dans cette période de pandémie, chacun comprend bien
que beaucoup de travailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été amenés à travailler, y compris lorsqu'ils étaient susceptibles d'être affectés par ce virus, au péril de leur propre sécurité, de leur propre santé, de celle de leur famille, de celle de leurs proches. Dès lors que vous n'avez pas la possibilité financière de vous arrêter de travailler, que vous soyez déclaré ou non déclaré d'ailleurs, au motif que ça vous prive de ressources, vous n'avez pas d'autre choix que de chercher à travailler, quel que soit votre état sanitaire. C'était vrai avant la crise du Covid, mais ça l'a été aussi pendant la crise du Covid, et on peut supposer qu'un certain nombre de travailleurs ont été victimes du virus parce que contraints d'aller chercher du travail au détriment de leur propre sécurité. Et est-ce que un des moyens qui pourraient être utilisés pour imposer un socle de protection sociale universel serait de doter l'OIT d'un arsenal juridique pour contraindre les États et les entreprises à respecter des normes de justice sociale? Oui, c'est une des réflexions fondamentales à propos de la mission de l'Organisation internationale du travail. Alors, dont il faut rappeler brièvement le statut, c'est-à-dire que l'Organisation internationale du travail est née en 1919, donc il y a maintenant une centaine d'années. On a marqué l'anniversaire l'année dernière, 2019. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'OIT est devenue l'agence spécialisée des Nations Unies, comme d'autres agences spécialisées, chargées de promouvoir la justice sociale à travers le monde. Et pour ce faire, le moyen, l'outil principal est le mandat consistant à élaborer des normes internationales du travail que se doivent de mettre en œuvre chacun des États qui composent l'Organisation internationale du travail. L'une des difficultés majeures, c'est que cette mission se heurte a un rôle d'élaboration des textes qui sont négociés. C'est une caractéristique particulière à l'OIT, à la fois par les États qui sont représentés, les employeurs qui sont représentés à l'Organisation internationale du travail et les travailleurs qui sont aussi représentés, et je suis un de ces représentants pour essayer de négocier ces textes. Mais la mise en œuvre de ces textes repose trop souvent sur un mécanisme volontaire de la part des États. Autrement dit, on élabore une réglementation internationale, mais sa mise en œuvre dépend du bon vouloir de chacun des États de mettre ou pas en œuvre ces conventions internationales du travail. Autrement dit, on a une réglementation, mais qui est d'application à géométrie variable, et chacun comprend bien, dans les différentes configurations politiques qui existent aujourd'hui, dans les différentes configurations d'États qui existent dans le monde, eh bien, il y a des régimes qui sont plus ou moins volontaristes pour mettre en œuvre ces conventions, voire même certains qui les ignorent totalement, et pas des moindres. Nous avons des pays qui sont parmi les premières puissances économiques mondiales, réputées comme telles, qui sont presque les derniers de la classe, je pense aux États-Unis, pour ne citer qu'eux, qui ont aujourd'hui signé, je crois de mémoire, 27 conventions internationales sur 190. Autrement dit, et si je prends les pays majeurs dans l'économie mondiale, les États-Unis, l'Inde, la Chine, la plupart des pays du Moyen-Orient, on a les pays majeurs dans la marche de l'économie mondiale, mais ce sont aussi les pays les plus en retard sur le respect des droits internationaux des travailleurs. Donc je pense qu'il faudrait renforcer les prérogatives de cette institution en faisant le parallèle avec les mécanismes qui prévalent dans le commerce mondial. Il y a des règles du commerce, et là, que ce soit les pays ou des entreprises, il est très difficile d'échapper aux règles édictées au titre du commerce mondial, avec en plus une critique une critique de légitimité, je dirais, puisque les règles du commerce sont édictées au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui, elle, n'est pas du tout une institution, qui a la légitimité des Nations unies. L'OMC est une structure ad hoc dont les États sont convenus de reconnaître que c'était son rôle d'édicter les règles communes du commerce mondial. L'OMC est aussi en période de crise en ce moment, on le voit, les rapports de force militaro, industriels, financiers sont en train aussi de déstabiliser cette maison, mais un des principes de base est que l'OMC fixe des règles
l'OMC surveille l'application de ces règles et l'OMC sanctionne lorsque les règles ne sont pas respectées. Là, on est dans le domaine du commerce. Mais dans le domaine social, l'OIT élabore ses règles, l'OIT surveille l'application des règles, mais il manque la case sanction, et qu'il s'agisse des États ou des entreprises, c'est aussi une novation de mon point de vue qui serait indispensable de mettre sur le tapis, c'est la responsabilité des grandes entreprises multinationales vis-à-vis du droit international. Parce qu'on a aujourd'hui, chacun peut le constater, des entreprises qui ont une puissance économique, financière, voire de fait politique, supérieure à la puissance de certains États. On a de plus en plus d'États qui sont presque, je dirais, soumis à la pression de grandes entreprises multinationales qui peuvent même leur dicter leurs desiderata pour leurs propres investissements. Et on a comme ça une espèce de course à l'échalote des États pour savoir qui va se présenter le plus offrant, le plus accueillant vis-à-vis d'investisseurs internationaux. Et donc, si l'on veut davantage faire respecter le droit social international, il me semble tout à fait indispensable de progresser sur la responsabilité des multinationales. On en recense 80 000 aujourd'hui. C'est donc pas immense. Elles ont un poids très important, mais c'est aussi parfois des colosses au pied d'argile. Et si la volonté politique se dessinait, il y aurait les moyens au plan international de veiller à ce que leurs activités se fassent dans le respect du droit international du travail, alors qu'aujourd'hui, elles tirent justement un profit, au vrai sens du terme, de cette mise en concurrence des travailleurs par le moins-disant social. Donc ça, c'est aussi un progrès qui me paraît nécessaire, tout à fait indispensable, que l'OIT puisse aussi surveiller, voire sanctionner des entreprises ès-qualité. Je ne vous cache pas que ça, c'est un sujet de polémique, naturellement, avec les employeurs qui ne veulent pas du tout entendre parler d'une institution mondiale qui interférerait sur leurs affaires internes, ce qu'ils estiment être la liberté d'entreprise. On peut imaginer qu'au sein de la table de l'OIT, quand vous avez les États, les représentants des différents syndicats, les grandes entreprises, il y a un rapport de force extrêmement intense qui se joue. Comment est-ce que, enfin, quelle relation vous entretenez avec les entreprises et comment concrètement vous arrivez à avoir un impact peut-être sur les normes sociales en vigueur? Alors, il y a plusieurs aspects, puisque effectivement, la caractéristique de l'OIT, comme je l'indiquais, c'est qu'il y a trois acteurs autour de la table, et non pas deux. Hein, il y a trois acteurs, les représentants des États. Et déjà, s'agissant des représentants des États, chacun, là aussi, imagine qu'on va avoir des représentants de différentes sensibilités. Tous les États, naturellement, à l'égard de la chose sociale, du principe même du droit social, n'ont pas tous la même approche, loin s'en faut. On a des pays dont une des caractéristiques, je vais citer le Qatar, même si l'ambassadeur de France au Qatar n'aime pas que je cite son pays comme étant un des pays où le travail forcé est une caractéristique, ça fait rien, je ne sais pas s'il nous écoutera sur Très cette probablement. chaîne, on pourra lui envoyer une invitation. Le Qatar, c'est 2 300 000 habitants. C'est sur ces 2 300 000 habitants, 1 800 000 travailleurs immigrés qui viennent de 130 pays différents. Une des caractéristiques au Qatar, les autorités qataries ont annoncé des changements sur la manière d'appréhender la main-d'œuvre, mais jusqu'à il y a très peu, et encore aujourd'hui, c'est le principe du travail forcé. C'est-à-dire que l'employeur, dès lors qu'il recrute quelqu'un, confisque le passeport. Vous êtes privé de liberté, vous êtes donc pieds et poings liés avec celui qui vous a recruté et qui est à ce moment-là, comment dire, naturellement amené à user, à abuser de son pouvoir d'employeur à l'égard de ses travailleurs. Donc, naturellement, un pays comme le Qatar, les autorités qataries ont peu de considération pour le droit international du travail dans la mesure où ils s'estiment dans un espace où on les laisse mener leur propre activité et leurs investissements à l'échelle internationale en infraction à des droits fondamentaux, parce que je rappelle que le travail forcé, le travail sous la contrainte, fait partie des interdits fondamentaux du droit international du travail, bien qu'il y ait encore aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de travailleurs qui sont recensés comme étant victimes du travail forcé
et le Qatar étant une de ces caractéristiques. Donc on a déjà les États qui ne sont pas tous avec la même appréhension vis-à-vis du droit social. On a, d'autre part, ces dernières années, un recul du nombre des États qui considèrent qu'il faut penser le monde de manière multilatérale, dans un dialogue international constructif pour préserver la paix. Je fais allusion très directement aux élections aux États-Unis de M. Trump, au Brésil de M. Bolsonaro, mais aussi en Europe, dans plusieurs États, de pays qui, d'ailleurs, ont affaibli considérablement la parole européenne, la parole des pays européens, quant à la nécessité de promouvoir cette justice sociale. L'OIT est né avec une impulsion très forte des pays européens. Et si aujourd'hui, l'Union européenne, en tant qu'entité juridique particulière, ne peut plus s'exprimer d'une seule voix, c'est vrai à propos des questions sociales, comme sur beaucoup d'autres enjeux internationaux. On le voit, dès lors que des crises surviennent sur la scène internationale, on voit au sein des pays européens de multiples voix prendre de multiples directions, ce qui fait que nous n'avons même plus ce noyau européen, de pays européens, comme pouvant être, je dirais, un point d'appui pour faire prévaloir les avancées sociales que nous visons au plan international. La deuxième partie, c'est la représentation des employeurs. Et là, dans la représentation des employeurs, nous avons, il faut le dire explicitement, même si je sais qu'eux-mêmes ne sont pas très satisfaits lorsqu'on soulève ce problème, on a moins des employeurs ès-qualité qui siègent à la table des discussions que des représentants des employeurs. Et pour tout dire, par exemple, le collège employeur est plus représenté par des avocats, par exemple, des fiscalistes, des comptables, que de vrais employeurs. Et naturellement, on est là sur des postures plutôt de principe, idéologiques, plutôt que pour affronter les vrais problèmes. Et nous savons que même dans certaines firmes internationales, des employeurs seraient plus disposés à faire évoluer certains sujets. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient forcément adhérents de toutes nos approches, mais sont sensibles au fait qu'aujourd'hui, la réputation de grandes entreprises internationales va aussi dépendre de la manière dont ils vont traiter la question sociale. Souvenez-vous de la catastrophe du Rana Plaza, s'agissant de cette industrie du textile au Bangladesh, une usine qui s'écroule pour de multiples raisons, mais principalement parce qu'on ne respectait absolument aucune des règles en matière sociale, en matière de normes de construction. On a fait travailler des ouvrières, on a surexploité des ouvrières dans des conditions tout à fait innommables, ce qui donne lieu à une catastrophe. Beaucoup des entreprises qui s'appuyaient sur ces usines du textile dans lesquelles on surexploitait ces travailleurs ont pris conscience, aussi parce que le mouvement syndical et d'autres, et notamment certains partis politiques, ont sensibilisé sur les conditions dans lesquelles certains textiles, nos habits étaient fabriqués, ont pris conscience qu'elles ne pouvaient plus rester dans cette situation-là parce que le consommateur n'allait plus accepter d'acheter des produits s'il s'avérait qu'ils étaient fabriqués dans des conditions sociales innommables, y compris peut-être qu'on allait y faire travailler des enfants, comme ça existe dans certains de ces pays d'Asie. Et donc on avait des représentants de certaines firmes qui prenaient des initiatives pour essayer d'améliorer la condition sociale de leurs employés. Mais ce ne sont pas eux qui venaient aux tables des discussions, mais plutôt des représentants qui, eux, avaient le mandat d'essayer de conserver les meilleures marges de manœuvre pour leurs représentants. C'est donc une problématique pour nous que d'avoir les vrais interlocuteurs employeurs pour discuter, ce qui n'est pas toujours le cas. On a l'impression, en tout cas on voit bien que l'interdépendance dans laquelle sont enchevêtrées les nations ne conduit pas, comme tu l'as dit, à un modèle multilatéral de coopération ou à une plus grande coopération des États entre eux. D'ailleurs, la crise du Covid le montre, hein, les pays se sont montrés très interdépendants les uns des autres, mais l'OMS a été impuissante face aux volontés particulières des États. Donc en cette période où on va dire l'internationalisme institutionnel peine à trouver une place forte, est-ce qu'un autre type d'internationalisme pourrait organiser plus efficacement la solidarité des peuples et conduire au progrès social? C'est pour moi, mais j'imagine pour beaucoup d'acteurs qui s'intéressent
ou qui ont conscience, comme nous le sommes, au fait qu'un phénomène dans un pays, quel qu'il soit, peut avoir des retentissements sur beaucoup de pays, voire sur la planète entière. Et encore une fois, de manière dramatique, à l'occasion de cette crise sanitaire, on peut le mesurer, ô combien. Mais ça peut aussi toucher le domaine des libertés, ça peut aussi toucher le domaine du social, y compris dans le domaine social. Ce qui se passe dans un pays, positif ou négatif, a un impact aujourd'hui, positif ou négatif, dans les autres pays. C'est aussi la raison pour laquelle le mouvement syndical essaye de coopérer au maximum, au-delà des frontières, de se tenir informé, d'exprimer des solidarités, parce qu'encore une fois, nous avons conscience que dans la bonne direction ou la mauvaise direction, notre sort est lié. Et donc c'est un vrai sujet de préoccupation de constater qu'aujourd'hui, les approches politiques s'éloignent de ces enseignements historiques selon lesquels l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité ne peut se concevoir que sur une base de coopération, quitte à avoir une confrontation des opinions, des analyses, mais croire que l'avenir va être, comment dire, favorable, positive, sur uniquement la conception, la base de rapports de force, que ce soit de rapports de force commerciaux, de rapports de force financiers, naturellement de rapports de force militaires, c'est naturellement nous dessiner un monde plein non seulement d'incertitudes, mais de périls considérables, dans la mesure où, en plus, les capacités destructrices aujourd'hui à disposition sont bien supérieures à ce qu'elles étaient lorsqu'il y a eu d'autres conflits internationaux. Alors on voit déjà des poches ou des conflits qui existent aujourd'hui, qui d'ailleurs, regardons-le, sont des conflits qui se superposent aux zones de pauvreté et de précarité. Ça n'est pas nouveau dans l'histoire, ça demeure, tout comme les cartes où le racisme, la xénophobie s'amplifient, le facteur pauvreté-précarité est un facteur qui ne fait qu'alimenter ce genre d'approche. Alors, il y a aujourd'hui des institutions mondiales, l'OIT en fait partie au titre des Nations Unies. Est-ce qu'il faut refonder, est-ce qu'il faut repenser, y compris les mécanismes qui ont prévalu pour créer ce type d'institution? Sans doute, puisque pour l'essentiel, ça repose sur l'après-deuxième guerre mondiale, ce concept des vainqueurs sur le nazisme, avec, y compris dans certaines instances, des voix prépondérantes, voire des droits de veto sur certaines décisions. Et on voit que ce droit de veto, reconnu pour une petite partie des pays, empêche parfois des délibérations internationales plus larges, et y compris permettent à certains pays de s'affranchir de délibérations mondiales qui, je pense à la situation de nos amis palestiniens par exemple, de délibérations qui se sont multipliées et pour autant le droit international n'est pas respecté. Donc comment concevoir peut-être une évolution de ces institutions? C'est un enjeu. En tout cas, il nous faut travailler, je crois, à des mécanismes et des lieux qui nous permettent de régler les différends, voire les conflits potentiels, voire le respect du droit international. Et là se pose la question de savoir si on est ou pas d'accord avec le concept même de droit international, qui n'est pas, de mon point de vue, un droit opposable au droit national, en ce sens où il serait contraire au droit national. Naturellement, il s'agit de reconnaître, et l'OIT le fait d'ailleurs à propos du droit social, l'OIT érige des principes, mais laisse le choix à chacun des États de mettre en œuvre concrètement ce principe sur son territoire, compte tenu des spécificités qui sont locales, des spécificités institutionnelles, administratives, voire même des pratiques locales qui peuvent être reconnues, l'essentiel étant que les principes reconnus comme internationaux soient bien respectés sur l'ensemble de la planète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris sur des aspects fondamentaux. Je prends le thème de la liberté syndicale qui m'est cher, vous le comprenez bien. La moitié de la population du monde aujourd'hui vit dans des pays qui ne protègent pas le fait syndical, qui ne reconnaissent pas le fait syndical, voire même avec des États qui combattent l'action syndicale, y compris via des forces armées qui s'attaquent à des piquets de grève ou qui s'attaquent à des militants distribuant des tracts.
alors que la liberté d'association des travailleurs en syndicat est une norme dite fondamentale, une norme universelle. Ça n'est pas aujourd'hui appliqué. Donc, un mécanisme qui, dès lors qu'un droit est reconnu comme international, permettrait de mettre en cause, de sanctionner, suivant quelle modalité c'est à définir, mais des États qui ne respecteraient pas ces libertés fondamentales. Et peu importe là qu'on soit dans des pays avec un régime parlementaire, démocratique, un pays qui a encore une royauté, un pays, que sais-je, différents régimes, peu importe. L'essentiel est de reconnaître et de créer les conditions pour reconnaître la liberté syndicale des travailleurs. Après, l'organisation institutionnelle de ce pays appartient au peuple de ce pays. Donc, il y a manière de conjuguer le droit international et les spécificités, les approches, les sensibilités, y compris politiques, de chacun des pays. Ça n'est absolument pas contradictoire. En tout cas, aujourd'hui, ce qui domine, c'est plutôt au nom de la diversité et du respect de la souveraineté. D'ailleurs, c'est un argument permanent que l'on entend à la table des employeurs que de nous dire, dès lors que l'on veut progresser sur le droit social mondial, de nous dire, nous respectons la souveraineté nationale. C'est quand même très paradoxal d'entendre de ceux-là même qui, à propos du commerce, demandent de lever les barrières, de lever les frontières, de lever les réglementations nationales. Il faut un commerce mondial, la liberté d'entreprendre va, soi-disant, favoriser le développement sur un plan universel. Toutes les statistiques montrent que si le commerce, naturellement, peut participer au développement, la caractéristique de ces dernières décennies, c'est un accroissement des inégalités considérables sur la richesse produite. Tous les rapports, et l'OIT en dispose également, montrent qu'il y a un accroissement des inégalités dans la redistribution de cette richesse sur chacun des continents et à l'intérieur des continents dans chacun des pays, pour la plupart d'entre eux. Il y a quelques petites exceptions, mais elles sont assez rares à l'échelle de la planète. Donc on entend de la part des employeurs revendiquer à la fois une fin quasiment des frontières pour le commerce, laissez-nous commercer comme on l'entend, mais dès lors qu'on parle du droit social, là on a l'argument de la reconnaissance de la souveraineté, laissons chacun des États définir le droit social dans son pays. Naturellement, les victimes de cette approche, ce sont les travailleurs, et on le voit, j'ai essayé de vous le démontrer, par exemple, en termes de protection sociale, mais on pourrait prendre d'autres exemples en matière de durée du travail, de sécurité, d'accès à la formation ou d'autres domaines. Donc, il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre le national et l'international, le tout étant de trouver les institutions permettant à la fois à chacun des États d'être reconnu pour ce qu'il est, de participer à la définition de ce droit international, mais aussi de se doter d'outils suffisamment coercitifs dans certaines situations, si on s'aperçoit que des États ou des régimes non seulement ne reconnaissent pas le droit, mais sont en infraction avec y compris des droits humains fondamentaux, parce que c'est le cas lorsqu'on continue, par exemple, dans certains États délibérément à faire travailler des enfants, on est manifestement là sur une infraction d'un droit plus que fondamental, d'un droit humain. Merci Bernard Thibault. Bon, on voit que le sujet est vaste, on n'a pas pu tout aborder malheureusement, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.